Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Corentin. Alors nos auditeurs vous connaissent, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta, auteur La vérité du terrain, un récit d'un reporter de guerre aux éditions Bouquin, et à chaque fois vous me dites il y a un autre livre que vous voulez mettre en avant. Et il y a le dernier ukrainien aux éditions Max Milo. Jusqu'au dernier ukrainien sur la guerre d'Ukraine, voilà. Et vous êtes notre partenaire du mardi sur Ligne Droite, c'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin. Et le dernier Omerta, La guerre des mondes, est sorti. Je voulais vous parler un petit peu d'actualité avant, notamment à Mayotte. Vous êtes allé à Mayotte. Il y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans, vous étiez venu d'ailleurs sur Ligne Droite avant d'être notre partenaire pour en parler. Donc vous avez vu évidemment l'ensauvagement de l'île, notamment qui est lié en partie à l'immigration massive depuis une dizaine d'années. Oui, c'est la pression migratoire qui fait tout à Mayotte. Moi, je crois que quand on se rend sur place, j'avais passé 15 jours à peu près, dans une semaine, dans les villes du Nord, en fait, les villes qui sont des bidonvilles, Tsingoni, Kambani, etc. Ce sont des villes quasiment qui sont sorties de terre. Au départ, ce sont des clandestins qui ont commencé à faire des cabanes. Les cabanes se sont transformées avec des tôles, et ensuite, progressivement, ce sont des véritables villes qui ont surgi au milieu de la jungle. Ce qu'il faut se rendre compte, justement, quand on parle de Mayotte, c'est qu'aujourd'hui, vous avez à peu près une population qui, officiellement, aussi entre 250 et 300 000, et en fait, en réalité, vous avez le double. Vous avez 600 000 personnes. Donc, en fait, vous avez une véritable contre-société qui s'est créée au cœur de la jungle, qui menace d'ailleurs parfois l'écosystème, la faune et la flore de l'île, tant il y a de personnes. L'île surcharge. L'île, si vous voulez, c'est pas comme... pourquoi le problème est amplifié, c'est pas comme si on avait un vaste territoire dans lequel des migrants pouvaient s'installer sans gêner la population locale. Mais là, la population locale, avec cette pression migratoire qui vient s'accumuler, et quand je dis contre-culture, c'est quoi ? Ça veut dire que vous avez donc ces villages, ces bidonvilles, dans lesquels tout le monde est clandestin. Le boulanger est clandestin, l'épicier est clandestin, le type qui tient le garage et tous ses employés sont clandestins. En fait, c'est tous des gens qui n'ont pas de papier et qui parfois vivent sur l'île depuis 10-15 ans. Il y a une sorte d'habitude et un modèle parallèle à celui des Mahorais qui ont l'impression, au vu de cette pression migratoire qui s'accentue chaque fois, d'être dépossédés de chez eux. C'est-à-dire, en fait, comme je disais, il y a un territoire défini, on peut pas aller au-delà, on peut pas construire sur d'autres terres. Les Mahorais se retrouvent acculés quelque part par cette pression migratoire qui vient essentiellement des Comores, mais il y a aussi beaucoup de migrants qui viennent d'Afrique, mais surtout de Madagascar à côté, et qui tentent de gagner la Réunion et ensuite la métropole, parce que c'est souvent le circuit, et cette immigration massive de Mayotte pose déjà des problèmes à la Réunion aussi, parce qu'il y en a qui s'installent là-bas pour des raisons économiques, qui tentent justement il y a plusieurs étapes avant d'essayer de rejoindre la métropole. Oui, les situations mahoresses qui, on le sait, Gérald Darmanin a promis la fin du droit du sol. On verra évidemment ce qu'il en est véritablement. Alors, avant de passer à la guerre des mondes, mais c'est quand même lié, vous savez, Donald Trump a dit qu'il ne protégera pas les pays de l'OTAN en cas d'attaque de la Russie. Voilà, et donc le président américain a dit, s'il redevient président, parce qu'il est candidat, qui ne payent pas. Ceux qui ne payent pas, il a dit que il gérait son pays comme une entreprise, et ceux qui ne payaient pas ne seraient pas protégés. Alors évidemment, l'OTAN n'est pas content. C'est une provocation de Donald Trump pour vous, ou c'est véritablement une volonté de montrer l'indépendance des États-Unis par rapport à toute entité supranationale ou toute autorité supranationale? Je pense qu'il y a des deux, mais chez Trump, il y a une directe filiation avec le Trump d'avant, le Trump de 2016. Vous savez, dans ses mémoires, le général Mattis, qui était un très célèbre général de l'armée américaine et qui était le ministre de la Défense de Donald Trump, racontait que à chaque fois qu'il y avait une réunion avec Donald Trump lui disait « Mais pourquoi on a 40 000 soldats qui sont stationnés entre la Corée du Nord et la Corée du Sud dans la zone démilitarisée ? Parce que ça coûte ça. Et moi, j'aimerais bien réduire, parce que j'en ai marre de dépenser de l'argent pour des soldats qui servent à rien. Et Mattis lui expliquait qu'à chaque fois que s'il y avait ces soldats-là, ça permettait de détecter en avance si un missile nucléaire ou un missile balistique était tiré de la Corée du Nord, et que ça permettait de gagner du temps et éventuellement de protéger nos alliés de la Corée du Sud. Et à chaque fois, systématiquement, Mattis disait, Trump revenait sur l'aspect business en disant « Mais
ces 40 000 soldats me coûtent tant, pourquoi ils sont là? Donc, si vous voulez, c'est une sorte d'obsession, et je pense que ce qui s'est passé, c'était en 2016, quand un matin, il a dû lire le New York Times et se rendre compte que l'Allemagne, qui était pour lequel les États-Unis consacrent une partie assez importante de leur budget, il y a beaucoup de bases américaines en Allemagne, que l'Amérique assurait la sécurité de l'Allemagne, qui refusait finalement d'augmenter son budget militaire, alors que cette même Allemagne s'équipait aux 2/3 d'énergie et d'hydrocarbures venant d'un adversaire qui était la Russie. Donc il a vu ça et il a commencé à dire voilà, on va se retirer de l'OTAN parce que c'est pas possible, on peut pas continuer. Et ça, c'est vraiment Trump, c'est cette vision business, mais qui est totalement, attention, parce que nous, ça nous paraît énorme, parce qu'on a le respect des traités, le monde occidental, on a une vision très philosophique. L'American Base, pas du tout. L'American Base, il comprend très très bien ce langage en disant pourquoi on paierait pour des autres qui finalement ne payent pas et ne sont pas capables d'assurer leur propre sécurité, tout simplement. Mais si évidemment Donald Trump décide de sortir de l'OTAN, il n'y a plus d'OTAN. Enfin, s'il y a plus il n'y a plus d'OTAN, ça c'est évident. Ça, c'est ce qu'il voulait. Là, il n'a pas dit exactement ça. Il a dit qu'il ne paierait pas pour les mauvais, les mauvais élèves de la classe. Que ceux qui étaient prêts à payer, là, à ce moment-là, l'Amérique les regarderait avec indulgence. Si c'était pas le cas, ils ne continueraient pas à payer pour une alliance finalement dans laquelle les États-Unis consacrent une grosse partie de leur budget. Alors, ça leur sert évidemment parce que c'est un instrument de domination incroyable. Et dans le monde dangereux dans lequel nous sommes, c'est vrai que d'un point de vue américain, il y a une logique. Mais Trump n'a pas une vision expansionniste. Trump n'a pas une vision. Il a une vision beaucoup plus multipolaire que du gendarme des États-Unis, gendarme du monde, pour des questions tout simplement de business. Et c'est vrai, vous avez raison de signaler que c'est quelqu'un qui a une philosophie de la politique, on dira, comme une entreprise, quoi. Comme il gère la nation comme une entreprise. Alors, vous parlez de l'OTAN dans votre dernier magazine, La Guerre des Mondes, Omerta, notamment avec François Fillon, qui lui a avoué regretter d'avoir amené la France sous le commandement militaire de l'OTAN. Alors, comment déjà vous avez réussi à avoir François Fillon dans votre magazine, parce qu'on l'entend assez peu depuis qu'il s'est retiré de la vie politique en 2017. Écoutez, ça vient de plusieurs d'un déjeuner qu'on avait fait l'été dernier. On se connaissait pas bien, et puis il avait suivi un petit peu quelques-uns de nos reportages, et on s'était contacté en fait. On a déjeuné, on a parlé justement le maître mot de ce déjeuner, c'était tectonique des plaques. Et il me dit, moi ça m'intéresserait beaucoup alors évidemment je lui avais proposé de faire une interview, mais il me dit, moi je préférais réfléchir, essayer et donc il nous a proposé un texte, il nous a proposé de faire ce texte pour expliquer le monde qui vient. Il a tout de suite saisi, c'est pas le seul, mais que le 24 avril 2022 et le 7 octobre dernier ont été deux dates fondamentales absolument pour le monde, peut-être plus le 24 février 2022 encore que le 7 octobre, même si les deux ont des portées, des conséquences colossales, et que autour de ça, bien le monde était en train de se réorganiser, que les BRICS avaient émergé. Alors il nous alerte avec face finalement, et c'est pour ça que ça correspond vraiment au thème La Guerre des Mondes aujourd'hui. Et la fin de l'hégémonie de l'Occident. Voilà, de l'Occident, et la réflexion sur qu'est-ce que l'Occident peut apporter au monde, étant donné que le monde ne veut plus se faire dicter ce qu'il doit faire. Vous savez, quand on était à l'université, on nous apprenait, on nous disait les pays émergents. Oui. Alors, les pays émergents, c'était le Brésil, c'était l'Inde, la Chine, etc. Les BRICS. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, ces pays émergents? Le terme émergent, ça voulait dire, en fait, ils sont en train de rattraper leur retard par rapport à nous, et en fait, ils vont se conformer à un modèle qui est le nôtre. Et c'était un petit peu ça. Ils étaient condamnés à être émergents. Parce que moi, à ma génération, ils étaient toujours émergents. Ils étaient toujours émergents. Mais ils étaient inférieurs, et surtout... si vous voulez être bons élèves, il fallait qu'ils ressemblent plus à nos sociétés. Donc c'est cette vision-là, à proprement parler, que François Fillon met en cause en disant attention, parce que à cause de ça, on s'est aliéné les 3/4 de la planète. Les guerres qu'on a menées ont été des guerres de pure perte, avec des intérêts sous-jacents qui n'étaient pas la démocratie, qui n'étaient pas la liberté, contrairement à ce qui avait été annoncé. Je parle de l'Irak, de l'Afghanistan, et que finalement cette façon que nous avons eue pendant les 20 dernières années de suivre
les États-Unis, et c'est là où son regret, il dit les résultats n'ont pas été à la hauteur en parlant de la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Eh bien, il y a une sorte de regret parce que finalement, ça nous a mis à la remorque des États-Unis, alors que nous devrions avoir aujourd'hui une voix beaucoup plus indépendante, force de proposition, la vraie voix de la France, puissance médiatrice dans le monde, puissance qui apporte des solutions. Or là, aujourd'hui, malheureusement, on est un petit peu trop les toutous des Américains. Oui, et François Fillon lui a reproché pendant la campagne de 2017 d'être ce qu'on appelle pro-russe, enfin pro-Poutine, alors qu'il n'avait qu'une vision finalement très gaullienne de la politique, c'est-à-dire donc à la fois dans le bloc plutôt occidental, mais aligné, mais aussi indépendant. Et je pense que ceux qui disent ça devraient relire ce que disait le général de Gaulle et à propos des États-Unis et à propos de la Russie et de la Chine, puisqu'on a fêté justement la reconnaissance par le même général de Gaulle de la Chine dans les années 50 là récemment. Et donc on est il faut avant d'accuser quelqu'un et de le dénoncer et de le montrer du doigt comme étant pro-russe, parce que c'était la mode, enfin c'est encore toujours la mode malheureusement, c'est l'espèce de doukase qu'on jette sur les gens, mais il faut regarder en quoi, à quelle tradition politique dans quelle tradition politique il s'inscrit. Et François Fillon, c'est clair que c'est le gaullisme, c'est une forme de gaullisme en tout cas, et que sur les questions internationales, on essaye de préserver la souveraineté de la France, en tout cas de l'affirmer, quoi. Alors on va parler dans votre magazine La Guerre des mondes, vous parlez du déclin de l'Occident, l'arrivée des BRICS. Alors c'est drôle, dans votre édito, vous parlez notamment avec des soldats russes, donc vous discutez des événements récents. Alors ils vous parlent, de rumeurs sur la sexualité d'Emmanuel Macron, on ne va pas en parler, mais justement ça montre notamment que l'Occident n'est plus l'alpha et l'oméga, n'est plus un modèle. Ils expliquent aussi, mais le fait que qu'un jour quelqu'un ait pu mettre un gifle au président de la France, pour eux, c'est véritablement ce qui les a choqués. Mais c'est une anecdote, mais ça montre véritablement que finalement l'Occident n'est plus montré comme un modèle de puissance, mais plutôt comme une civilisation en déclin pour les Russes, et puis même peut-être pour tout le Sud et puis les autres pays dits émergents. Et si vous voulez, cette anecdote, pour moi-même, je l'avais presque oublié. Ce déplacement dans le centre de la France. Voilà, ce jeune qui vient et qui met... Qui avait dit Montjoie Saint-Denis d'ailleurs. Et j'avais presque oublié, et quand ces Russes avec qui je parlais m'ont expliqué, mais comment vous pouvez en France laisser quelqu'un mettre une gifle à votre président, c'est ça qui les a marqués. Et en fait, on se rend pas compte, nous, en fait, que ces petits actes, ces actes d'irrespect, ces actes qui dégradent la fonction présidentielle, eh bien, font du mal à la France, parce que les autres nous jugent comme décadents, ou les autres nous jugent comme finalement, à la remorque, ou en tout cas, on n'est plus dans le coup. En fait, on se rend compte que c'est voilà. Et j'ai été surpris. C'est assez pardon. C'est assez étonnant de découvrir comment les autres nous perçoivent, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Donc on sent qu'on n'est plus montré comme un modèle. Donc mais le respect de l'autorité, c'est quelque chose de fondamental chez les Russes. Oui. Alors vous me direz, c'est un pays, comme dirait le même Emmanuel Macron, illibéral, certes, mais il y a quand même il y a quand même une sorte de respect de l'autorité, quoi. Voilà. Alors vous parlez du déclin de l'Occident, et notamment il y a tout un documentaire avec Jonathan Alperi, qui est déjà venu ici notamment parler de la crise des opioïdes aux États-Unis. Lui, il suit ça depuis des années. Il est passionnant. Ça fait partie de la crise des opioïdes. Je rappelle, c'est quand même 1,5 million de morts en 20 ans aux États-Unis. Ça fait partie pour vous de la chute de l'Occident. C'est un des symptômes aux États-Unis. Ce déferlement justement de drogue, et notamment de drogue de synthèse très bon marché, qui s'appelle le fentanyl, qui est ce qu'on appelle la drogue du zombie. Ça, c'est un fléau qui terrasse véritablement les États-Unis, et pas simplement avec ses puissances marginales, avec ses éléments marginaux, mais ça touche énormément. Moi, j'avais fait un sujet il y a quelques années sur la méthamphétamine. C'est une drogue qui touche la classe moyenne, les classes moyennes blanches, le crack étant plutôt
plutôt réservé aux minorités afro-américaines. Mais si vous voulez, là, on a une nouvelle drogue de synthèse qui arrive, la drogue du zombie. Il suffit de regarder le centre-ville de Philadelphie, celui de Louisville dans le Kentucky, celui de San Francisco, de Los Angeles même si c'est pas nouveau à Los Angeles, il y a toujours eu beaucoup de marginaux, mais là il y a une véritable épidémie de cas de gens qui tombent dans cette drogue. Et ce qui est intéressant avec Jonathan Alperi, c'est qu'il fait le lien avec tous les pays d'Amérique du Sud. Pour nous, il est allé en Équateur. En Équateur, les cartels sont devenus aujourd'hui tellement puissants qu'ils rivalisent avec le pouvoir en place, qu'ils le défient. Il y a aussi le seul pays à avoir résolu son problème de drogue, c'est le Salvador. Mais en dehors de ça, on se rend compte que finalement l'appétit, ce qu'on appelle le nez américain, quand on parle de la cocaïne, est tellement désireux et son appétit est tellement grand que finalement les trafics continuent et les cartels deviennent de plus en plus puissants. C'est ça le problème. Alors c'est un problème qui est très intéressant dans ce sujet, qu'on a appelé Apocalypse USA. Pourquoi on l'a appelé comme ça ? Parce que il y a la question migratoire aux États-Unis, mais que la question de la drogue est intimement liée aux questions migratoires. C'est-à-dire que ça passe par le Texas et que derrière, justement, la pseudo-sécession du Texas auquel on assiste actuellement avec le gouverneur Greg Abbott qui s'oppose à Joe Biden et qui demande de reprendre le contrôle de sa frontière, eh bien, il y a la question migratoire, mais il y a aussi la question des cartels et la question de l'afflux de drogue qui contamine complètement le pays. Il y a un très beau film, d'ailleurs, Sicario, du Québécois Denis Villeneuve, là-dessus, qui est à voir. Alors, il y a la drogue, et puis il y a le wokisme, la tyrannie des minorités. Vous interviewez aussi dans votre magazine Mathieu Bocoté, le spécialiste. Voilà, le spécialiste. Donc ça fait partie aussi voilà, de cette en fait, on ausculte l'Occident comme un malade, en souhaitant qu'il se retape. On n'est pas du tout dans une vision apocalyptique ou en disant du mal de l'Occident, parce qu'on en fait partie. On pense que l'Occident, et François Fillon, je suis assez d'accord avec lui, a encore un rôle à jouer. Mais il faut que ce rôle, il s'affirme. Et il faut que ce soit autre chose que l'Europe de Madame van der Leyen, que ce soit autre chose que ce que nous propose Emmanuel Macron quelque part, parce que il n'y a pas de solution et on va vers un déclin et on va vers l'incarnation d'un contre-modèle pour l'ensemble du monde. Vous savez, quand vous êtes en Afrique, quand vous êtes au Moyen-Orient, quand vous êtes en Russie, les gens vous regardent comme un élément de décadence. C'est terrible. Comme si on était les porte-parole de la cause LGBT collectivement en Occident. Oui, on a beau leur dire que ce n'est pas vrai. Mais oui, absolument. Mais ça, c'est rédhibitoire. Une partie des déboires de la France en Afrique, c'est d'être perçu comme associé à ce modèle, parce que pour une tribu africaine, l'horizon indépassable de l'humanité, c'est un homme et une femme. C'est valable aussi au Moyen-Orient, c'est valable aussi en Russie, et que quelque part, Poutine se pose en garant de la tradition, mais il n'a aucun problème à le faire, parce qu'en face, qu'est-ce qu'on a ? On lui montre un modèle qui finalement est, pour ces populations-là, traditionnelles, et totalement répulsif. Et plus réactionnaire, entre guillemets, évidemment. Que lui. Mais évidemment. Et donc, voilà. Donc, il n'a pas vraiment... Il joue dans du velours, là. Quand il s'érige en garant ou gardien d'une tradition qui n'est pas uniquement russe, mais... Voilà. Et en fait, on se rend compte que, voilà, le titre du papier de François Fillon, c'est « Éviter le tous contre l'Occident ». Et je pense que c'est vraiment là-dessus que je finirai, c'est-à-dire que le tous contre l'Occident, c'est de se dire comment aujourd'hui pouvons-nous rétablir une voie que l'Europe a eue pendant des siècles dans le monde, faire en sorte que nos principes qui sont bons, ils sont pas tous, même si on a cru longtemps qu'on était immortel, on n'est pas immortel, on est avec d'autres, le monde est multipolaire, le monde est kissingerien quelque part aujourd'hui, il est revenu vers voilà, plusieurs axes, plusieurs pays émergents, la Turquie, l'Iran, qui ont aujourd'hui un rôle, et il faut qu'on en tienne compte. On va parler de ces blocs pour finir sur le déclin de l'Occident, parce que c'est un des grands chapitres, enfin une des grandes parties de
votre magazine Omerta, donc La guerre des mondes. Vous parlez notamment avec Nicolas Mirkovic de la fin de l'Empire américain. Alors moi, ça fait des années que j'entends ça. C'est-à-dire que mon père me disait déjà qu'on expliquait que c'était la fin de l'Empire américain, et puis on parlait de l'URSS comme quelque chose qui allait exploser. Moi, à mon époque aussi, on parlait de la fin de l'Empire. Vous êtes entre deux, donc on a dû vous en parler aussi. C'est véritablement la fin? C'est la fin de la fin? Moi, j'ai un rapport. Trump peut changer aussi ça? J'ai un rapport aux États-Unis un peu biaisé, puisque c'est ma seconde patrie. C'est vraiment j'ai 2 enfants qui habitent aux États-Unis. J'ai été marié 14 ans avec une Américaine. J'y ai vécu comme correspondant de Paris Match à New York pendant 8 ans. Donc j'ai observé ce pays que j'ai sillonné en long, en large et en travers, que j'adore à plein de niveaux. Maintenant, dire qu'il est en déclin, c'est certes le modèle de société qu'il propose peut s'assimiler au déclin, mais il faut voir qu'il y a un chiffre quand même qui reste, c'est 848 milliards de dollars, c'est le budget de la défense américaine, c'est l'équivalent des 12 nations qui suivent, et que quand on a un budget de la défense comme ça et une armée pareille, c'est difficile de dire que c'est la fin des États-Unis, quoi. Vous voyez. Oui, Nicolas. Faut être réaliste. Voilà. Alors, on va continuer à parler de ce magazine Omerta, La guerre des mondes. On a bien compris qu'il y avait un déclin de l'Occident. On va parler de ces blocs. Et puis, à un moment, vous dites qu'on peut aller vers une troisième guerre mondiale. On va parler de ça juste après le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors, on a vu avec vous, Régis Le Sommier, la fin de l'hégémonie de l'Occident. Et puis là, il y a donc ces blocs qui arrivent, parce qu'on nous avait expliqué Fukuyama, la démocratie libérale, le monde allait être en paix. La fin de l'histoire. La Russie allait être domestiquée, le Proche-Orient sécurisé. Et évidemment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, c'est la guerre des mondes, c'est une guerre des blocs, c'est une guerre... quels sont ces blocs aujourd'hui, ces différentes tectoniques, comme vous dites, qui se confrontent? Écoutez, le fait est que ce qui s'est produit dans les 2 dernières années, c'est un bouleversement complet. On n'avait pas imaginé que la guerre en Ukraine puisse finalement réaligner les choses, parce qu'il y a eu un positionnement de la plupart des pays. On s'est rendu compte qu'il y a 19 pays africains, par exemple, qui n'ont pas condamné l'intervention russe en Ukraine. C'est des signes qui auraient dû nous alerter quand on a fait preuve au moment de l'agression russe d'une certitude que la Russie allait rentrer dans ses buts, allait être fini par défaite, qu'on lui a apposé 13 paquets de sanctions, et que finalement ça n'a servi à rien. C'est-à-dire que la Russie a réussi à contourner les sanctions, qu'elle a réussi à se rapprocher, qu'elle s'est rapprochée de facto de la Chine, que l'Inde joue un rôle ambigu comme la Turquie entre les 2 blocs, mais si vous voulez, globalement, qu'il n'y a pas eu d'adhésion au projet, je dirais, de l'OTAN, ou au projet... Enfin, il y a certains pays qui y adhèrent, mais si vous voulez, quand on regarde à l'échelle de l'humanité, eh bien, on se rend compte qu'on est minoritaire, quoi, en fait. Et ça, je pense que ça a été une des grandes baffes qu'on s'est prises pendant ces années-là, et qui n'est pas trop tard pour en tirer les conséquences. Mais malheureusement, on semble quand même aussi dans cette dialectique guerrière qu'on entend dans ces derniers mois là, tant au niveau européen qu'au niveau français, au niveau de nos élites, cette dialectique guerrière n'est pas suivie par le reste de l'humanité, ou elle est très peu suivie. Et on a un peu de mal quand on parle justement de recomposition du monde, ce qu'on se rend compte, c'est que le monde dialogue. Moi, vous savez, il y a eu des éléments comme ça très surprenants quand Lula a été élu. À l'époque, tout le monde avait misé, la communauté internationale, les États-Unis, l'Europe, etc., avait misé sur Lula, pas contre Bolsonaro, disant ce Trump brésilien, etc. Et dès que Lula a été élu au pouvoir, on a oublié que Lula était un tiers-mondiste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à aller voir la Chine et à proposer un plan de paix conjoint entre Brasilia et Pékin pour résoudre la crise ukrainienne. Ça m'avait mis à la puce à l'oreille, parce que je me dis, c'est des choses qu'on n'entend pas. De même que la Turquie qui accueille à Ankara les premières négociations. Enfin, il y a eu des négociations en Biélorussie au début,
début pour essayer de résoudre le conflit ukrainien, mais la principale qui a eu lieu a eu lieu à Ankara. Donc les traités, ou en tout cas, elle n'a pas débouché sur grand-chose, mais si vous voulez, là où se passe la diplomatie, ce n'est plus à Paris, à Versailles, à Sèvres, comme ça l'était au moment de la Première Guerre ou de la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'est déplacé, et aujourd'hui, ces autres acteurs ont une voix, et que nous, on est spectateurs, quoi. Voilà. On va parler des BRICS, mais vous dites dans votre édito, pour les gens comme moi qui couvrent les conflits depuis près de 20 ans, jamais la menace d'une guerre à l'échelle de la planète n'a été si palpable. Vous pensez qu'on peut arriver à une troisième guerre mondiale? Oui. Mais complètement, vous entendez des choses quand même assez... on peut toujours... Ce qu'on remarque quand même, c'est que au niveau américain comme au niveau russe, à la fois au niveau chinois, à la fois sur l'Ukraine comme sur Gaza, il y a tout de suite une prise de conscience que le conflit peut déborder. Il y a eu des signes qui ont été extrêmement inquiétants. Souvenez-vous, ce missile S-300 de la défense antiaérienne ukrainienne qui retombe sur la Pologne et qui tue 2 paysans. Immédiatement, la Pologne, le territoire de la Pologne est attaqué par un missile. C'est un missile russe. Finalement, ce n'est pas un missile russe, mais tout de suite, monté, voilà. Il y a eu la question de la Moldavie et de la Transnistrie, qui reste sous contrôle russe, qui est une des régions sécessionnistes de la Moldavie, qui a été menacée d'invasion par le gouvernement moldave. Enfin, il y a eu des tensions énormes, et on s'est dit, le conflit peut dégénérer. Il y a eu les tentatives par l'Ukraine justement d'infliger des revers aux Russes, à la fois avec sa flotte en mer Noire, mais également dans la zone de Belgorod, avec les attaques de drones sur Moscou, etc. Les Ukrainiens ont très peu de missiles à longue portée, mais ils sont capables de frapper sur le sol russe. Tout ça a eu lieu, mais si vous voulez, à chaque fois, il y a eu une tentation, il y a eu une tentative de la communauté internationale de régionaliser le conflit. Et c'est pareil pour Gaza, avec évidemment la tentation pour Israël, ça serait de réenvahir le Liban Sud, c'est-à-dire de recommencer sa guerre avec le Hezbollah. Vous avez la question des Houthis, on sent que c'est très très tendu, et on sent que tout ça pourrait dégénérer, mais pour le moment, on est dans une sorte d'entente tacite, même si elle est... mais là-dessus, vous savez, je dis toujours, la Première Guerre mondiale, elle a commencé par l'assassinat d'un obscur archiduc que personne ne connaissait dans une ville que personne ne connaissait. Et on a attendu quelques mois, d'ailleurs, avant que le jeu des alliances nous conduise à cette confrontation planétaire, voilà, quasiment. Il suffit d'une étincelle pour mettre exactement. le feu. Donc le danger existe toujours. Et moi, oui, quand je dis ça, parce que avant, les guerres que je couvrais, elles étaient sectorisées, que ce soit l'Afghanistan, l'Irak, même si ça se passait loin de chez nous. Là, c'est quand même, c'est sur le continent européen. Et puis, c'est le retour d'une guerre dont on a le souvenir. C'est une guerre, qu'on le veuille ou non, qui a un écho dans la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas revenir sur la question des nationalistes ukrainiens et puis la façon dont les Russes l'aperçoivent comme le prolongement de la Grande Guerre patriotique. Mais quand même, une guerre de haute intensité sur le continent européen, en Ukraine, où on revoit des chars allemands déployés en Ukraine, il y a quand même un écho du passé et tout à coup là, un écho du passé, d'un passé cataclysmique, d'un passé d'anéantissement total qui a été la Seconde Guerre mondiale, des millions de morts sur le continent ravagé, la prise de pouvoir des États-Unis à l'époque et de la Russie soviétique sur le monde, c'est les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Donc si vous voulez, voilà, il y a cet écho du passé qui est extrêmement présent, et c'est pour ça que je dis oui, si cette guerre dégénère, on pourrait, et moi je n'ai jamais ressenti ce risque pour des guerres contre effectivement le totalitarisme islamique, le Daesh, etc. Bon, c'est des problèmes qui nous préoccupent. C'est des problèmes qui préoccupent aussi des populations que nous avons sur notre sol. Donc c'est des problèmes qui sont extrêmement importants. Mais voilà, la guerre mondiale, elle peut arriver. Elle n'a jamais été aussi proche d'arriver qu'aujourd'hui, je pense. Voilà. Et notamment avec ces BRICS, on en a parlé de ces BRICS. Donc les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et donc l'Afrique du Sud. C'est 43% de la production d'hydrocarbures, 50% de la population mondiale, 20% du PIB. Donc ils ont véritablement un poids dans cette nouvelle guerre des mondes. Oui, complètement. Et ça, c'est vraiment... et François Fillon, d'ailleurs, le dit. Il dit, on
on a trop ricané, il utilise le terme de ricanement à la constitution de ce contre-modèle quelque part, mais finalement on se rend compte que voilà, il a émergé et qu'il n'entend plus aujourd'hui se laisser dicter ce qu'il doit faire par l'Occident, tout simplement. Mais vous croyez toujours donc ce que Samuel Huntington a appelé le choc des civilisations, le clash des civilisations, c'est-à-dire aujourd'hui on voit bien le Brésil, la Russie, l'Inde qui est hindoue, qui est allié avec le Brésil qui est chrétien, qui est allié lui-même avec la Russie qui est orthodoxe. Qui est allié avec l'Arabie Saoudite. Qui est arrivé avec l'Arabie Saoudite. Il y a eu ouais. un dépassement, ça, de ce choc des civilisations, où ça fait quand même toujours partie de cette guerre des mondes. Je pense qu'il y a un dépassement en fait, il y a une sorte d'alliance qui se fait, mais contre l'Occident. Et c'est là où ça risque d'être dommageable pour nous. Je pense qu'en dehors de ça, ces pays-là ont des alliances de circonstances. Quand on voit le traitement des minorités musulmanes en Inde, c'est sûr que l'alliance avec l'Arabie Saoudite est quand même très fragile. Maintenant, on a vu aussi, c'est dans le genre chose qu'on croyait inimaginable, une forme de rapprochement entre les Saoudiens et les Iraniens sous la férule des Chinois. Là encore, sur cette recomposition du monde. Là, l'Occident a été brusquement totalement pris de court. Et même Israël est allié à l'Azerbaïdjan qui est catholique face à des chrétiens. Donc tout ça, il y a toujours ce choc des civilisations. On le sent même sur notre sol français. Mais d'un point de vue mondial, il est présent, mais il est aussi dépassé. Vous savez, à une époque, Richelieu persécutait les protestants à La Rochelle et faisait alliance avec les protestants en Europe, en Hollande. Donc, si vous voulez, il y a toujours la vraie. Et à l'épante, on était alliés aux Turcs. Aux Turcs voilà. Aussi. Donc, si vous voulez, dans l'histoire, il y a toujours parce que le monde et la géopolitique devrait, et malheureusement en France, on l'oublie un peu parfois, être gouverné par nos intérêts. C'est ce que les États-Unis nous démontrent en permanence. On les critique, Trump, surtout. Oui. Mais les États-Unis. Trump nous dit les choses cash. Quand il y avait Bush, vous savez, la guerre en Irak, c'était on va faire le don de the gift of freedom to the Iraqi people. En fait, on s'en foutait du gift of freedom. Oui. C'était tout simplement, il y avait des intérêts américains à l'époque qui étaient divers pour envahir l'Irak. D'ailleurs, il se réclamait de ce choc de civilisation d'Huntington. Tout à fait. Il y avait une volonté messianique, il y avait l'idée d'une croisade. C'était l'Amérique chrétienne contre le monde musulman qui se dressait parce qu'elle avait été attaquée le 11 septembre. En gros, pour schématiser, c'était ça. Mais si vous voulez, c'était les intérêts de l'Amérique avant tout. Et l'Amérique ne nous démontre qu'une seule chose, c'est qu'elle ne prend en compte que ses propres intérêts. Mais je crois que les gens, quand vous voyez ce qui s'est passé avec l'affaire des sous-marins australiens, c'est une démonstration claire que ce n'est pas les intérêts de nos amis. On peut rappeler Lafayette, on peut rappeler le débarquement, mais non, in fine, c'est les intérêts des États-Unis. Alors pourquoi la France devrait-elle, elle, agir au nom de principes, d'idées généreuses et belles? Certes, c'est bien de pouvoir faire coïncider les deux, mais en fin de compte, il faut qu'on continue, nous Français, à agir selon nos intérêts et non pas des intérêts extra français avec, on le voit avec la crise du monde agricole. La crise du monde agricole ne peut être résolue. Pourquoi ? Parce qu'on est pieds et poings liés à cause de traités qui vont contre notre propre population. Oui. Et c'est là il va falloir qu'on trouve un débouché parce que ça ne pourra pas durer. Oui, même sur la politique nationale, une débéchéalisation, en tout cas, on va dire, des esprits. Mais arrêtons de mettre l'émotion et la morale en premier. Mettons les intérêts de la France. Voilà. Alors, je voulais vous parler de la Chine parce que donc il y a un chapitre sur la Chine, la place de la Chine dans ces chocs des mondes, parce qu'évidemment, au début, donc on parlait, il y avait les États-Unis face à la Chine. Est-ce que la Chine peut prendre le pas sur les États-Unis et devenir la première puissance mondiale qui dicter son jeu au monde ? Je crois qu'économiquement, c'est quasiment fait. Maintenant, la Chine a aussi maille à partir avec l'Inde, donc avec lesquels elle n'est pas ennemie, mais dont elle est rivale. L'Inde l'a dépassée en termes de population. C'est des choses symboliques, mais c'est quand même significatif. Et puis l'économie indienne a aussi beaucoup d'atouts. Donc la Chine, en effet, c'est la boutique du monde.
Les États-Unis ont encore de beaux restes, mais c'est vrai que voilà, là, on sent bien que là, dans les 10 prochaines années, l'affrontement il va s'orienter vers cet axe. Et les États-Unis d'ailleurs ont progressivement, sans qu'on s'en doute, mais un petit peu réaxer toute leur géopolitique, leur géostratégie vers le monde asiatique, nous abandonnant un peu à nos problèmes africains et laissant le Moyen-Orient un peu en jachère. Voilà, c'est ça. Donc c'est véritablement la Chine qui essaye de coloniser l'Afrique, non pas dans une colonisation comme on a pu le voir notamment avec l'Occident, c'est-à-dire qui allait notamment avec une façon de vivre, une religion, tout ça. C'est véritablement une colonisation économique. Économique, mais il y a un affrontement. Il y a un soft power chinois qui n'est pas culturel, qui est seulement économique. Il y a jamais. C'est vraiment. Je crois que la Chine ne s'est jamais départie de son surnom d'empire du milieu. Empire du milieu, ça veut dire que c'est pas l'empire qui a envie finalement de déborder quelque part. C'est une puissance auto-centrée qui en effet a des intérêts, considère le monde et son développement au niveau de voies, de les routes de la soie par exemple. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé en Afghanistan et la meilleure définition de l'Afghanistan, et c'est pour ça que les Chinois à mon avis ont une vision supérieure à nous là-bas, d'abord parce qu'ils s'inscrivent dans le temps long et que ce sont des pays du temps long, et que nous sommes toujours dans l'urgence et toujours dans le renouvellement permanent, dans les solutions à court terme. Les Chinois ont toujours considéré l'Afghanistan comme une voie de passage, une voie de passage économique. Et d'ailleurs, les anciens envahisseurs, que ce furent Gengis Khan ou Alexandre le Grand, sont jamais restés en Afghanistan. Ils n'ont fait que le traverser. Et donc, les Chinois considèrent que l'Afghanistan est essentiel parce que ça leur permet justement de cette voie est-ouest, ces routes de la soie, de les réouvrir. Et ça fait partie de leur stratégie, qui est une stratégie non pas de conquête territoriale ou d'asservissement de peuple, ou en tout cas de faire basculer les gens dans le giron chinois, mais justement de développer l'activité économique. Et aujourd'hui, en Afrique, vous avez des véritables rivalités sur les dépouilles de la France-Afrique et même à l'est du continent, entre la Turquie, la Chine, qui sont des acteurs économiques de plus en plus actifs dans ces pays. Et donc, merci Régis Le Sommier, parce qu'on ne peut pas tout... Enfin, il est très complet ce dernier magazine Omerta, La Guerre des Mondes. Petit mot peut-être sur le reportage qu'on y produit qui s'appelle La Route de la Mort en Ukraine. Nous y étions il y a 3 semaines. Aujourd'hui, les choses sont quand même en train de bouger en Ukraine et on vous raconte un petit peu ce qui se passe. Côté russe, il y a toujours des centaines de reportages qui ont été faits côté ukrainien. C'est intéressant de voir ce que les soldats russes, parce qu'on vit avec eux, on y a passé 2 semaines, ont dans la tête aujourd'hui, et après 2 ans de guerre, comment ça se passe. Voilà. Et c'est à suivre sur la chaîne YouTube d'Omerta. Il y aura le documentaire à Bakhmout. On vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne Ligne Droite, et puis à vous procurer le dernier magazine Omerta, La Guerre des Mondes, disponible dans tous les bons kiosques de Paris et de France. 5000 points de vente en France. 5000 points de vente en France. Merci beaucoup Régis Le Sommier, et puis à la semaine prochaine.